Franck Biya, la lettre qui change tout. Une lettre. Une simple lettre. Et pourtant, elle a fait trembler les couloirs du pouvoir à Yaoundé comme un séisme de magnitude 7. Imaginez la scène. Nous sommes en 2026. Le Cameroun suffoque. Le franc CFA pleure. Les Camerounais broient du noir depuis des décennies. Et au milieu de ce chaos, quelqu'un ose poser sur la table un nom. Un seul nom. Franck Biya. Pas pour l'accuser. Pas pour le juger. Mais pour lui confier quelque chose d'énorme. D'historique. Peut-être même, d'impossible. Cette lettre, signée d'un certain Ross Atangana Fotso, est en train de circuler dans les sphères politiques camerounaises comme une bombe à retardement. Certains l'applaudissent. D'autres la méprisent. Mais personne ne peut l'ignorer. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va aller chercher ce qui se cache derrière cette lettre. Ce qu'elle révèle sur l'état du Cameroun. Ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Et surtout, ce qu'elle nous apprend sur l'avenir d'un pays qui cherche désespérément sa boussole. Restez avec nous jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. Punaise partie 1, contexte et fait. Le Cameroun au bord du précipice. Ton posé, narratif, presque documentaire. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter le fil du temps. Pas trop loin. Juste assez pour voir d'où vient cette douleur. Paul Biya. Président de la République du Cameroun depuis 1982. 43 ans de règne. 43 ans au sommet. C'est plus long que certains d'entre vous n'avaient vécu sur cette terre. Au fil des décennies, cet homme a construit une image. Une image de père de la nation. De garant de la stabilité. De visionnaire africain. Et pendant longtemps, ses partisans ont défendu cette image avec la même ferveur qu'un supporter de football défend son équipe, même quand elle perd 5-0. Mais voilà. Quelque chose s'est cassé. Et ce quelque chose, ça fait mal. Aujourd'hui, le Cameroun est classé parmi les pays les plus corrompus d'Afrique subsaharienne. L'endettement public grimpe, année après année, comme une pirogue qui prend l'eau sans que personne ne daigne écoper. Les jeunes fuient le pays par milliers, préférant risquer leur vie en mer plutôt que de rester dans un pays qui ne leur offre aucune perspective. Mais ce n'est pas tout. Les signaux d'alerte se multiplient. Dans les régions anglophones, la crise sociopolitique, qu'on appelle pudiquement la crise anglophone, a déjà coûté des milliers de vies humaines selon diverses organisations internationales des droits de l'homme. Des villages entiers ont été rasés. Des familles ont été déchirées. Et la solution politique à cette tragédie reste, selon plusieurs analystes, encore lointaine. Au nord, Boko Haram continue de semer la terreur. À l'est, les réfugiés centrafricains arrivent par centaines de milliers, mettant à rude épreuve les maigres ressources d'un État déjà à bout de souffle. Et à Yaoundé, dans les bureaux feutrés climatisés, certains continuent de boire du bon vin, de signer des contrats juteux et de garer leurs grosses cylindrées dans des résidences que leur salaire officiel ne pourrait jamais justifier. C'est dans ce contexte explosif, tendu, désespérant, qu'arrive cette lettre. Et croyez-moi, elle n'est pas tombée du ciel par hasard. Partie 2, le conflit. Les projets morts, les milliards envolés. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une histoire de milliards. Une histoire de rêve. Et une histoire de trahison. En 2006, le Cameroun atteint ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative PPTE, le programme des pays pauvres très endettés. Autrement dit, le Cameroun venait d'obtenir l'annulation d'une grande partie de sa dette extérieure. Une bouffée d'oxygène. Une chance historique. Le président Paul Biya, selon nos sources, saisit l'occasion. Il annonce la lumière au bout du tunnel. Il part en Chine. Il négocie des prêts colossaux. Des milliers de milliards de francs CFA. Et il rentre au pays avec une promesse, le Cameroun va émerger. Des projets structurants sont lancés. Grandiose sur le papier. Ambitieux dans les discours. Mais voilà ce qui s'est passé dans la réalité. Les barrages hydroélectriques. Lompangar, Niabizan, Mequin, Manvélé. Ces infrastructures devaient transformer le Cameroun en puissance énergétique régionale. Aujourd'hui, selon plusieurs rapports techniques, le barrage de Manvélé peine à produire 80 MW sur les 200 prévus initialement. Celui de Mequin, lui, serait carrément submergé. Noyé.
comme les espoirs qui l'accompagnaient. Mais ce n'est pas tout. La banane plantain. Oui, vous avez bien entendu. La banane plantain devait être la locomotive économique du Cameroun. Un projet sérieux, avec des débouchés réels, une demande continentale et même internationale. Ce projet a été torpillé. Et aujourd'hui, quand on parle de banane plantain au Cameroun, c'est surtout pour désigner le match de football annuel du même nom. Voilà où est tombée la locomotive. Continuons. Le manioc. Le Cameroun est l'un des plus grands producteurs de manioc au monde. L'idée était simple, construire des usines de transformation dans les zones de production, le MBAM, l'Est, l'Adamawa. Transformer la matière brute en produits à valeur ajoutée. Créer des emplois. Générer des revenus. Qu'est-il arrivé? D'après des témoignages recueillis sur le terrain, les usines auraient été, selon certaines sources, détournées de leur mission initiale. Et au lieu d'être installées là où pousse le manioc, un établissement singulier aurait vu le jour à Sangmelima, une région où, selon nos interlocuteurs, le manioc n'est pas particulièrement cultivé à grande échelle. Le maïs. Le poisson. L'État aurait alloué des fonds pour que des Camerounais se lancent dans la pisciculture et la production halieutique. Certains de ces bénéficiaires seraient devenus de simples revendeurs de poissons importés, les fameux Bayam Salam, pendant que des navires étrangers, notamment chinois selon plusieurs alertes de défense côtière, épuiseraient les ressources halieutiques des côtes camerounaises. Jusqu'aux alevins. Des spécialistes estiment que si rien n'est fait, les eaux camerounaises pourraient être appauvries de manière critique d'ici quelques décennies. Gardez bien tout cela en tête. Parce qu'on n'a pas encore tout dit. Le port de Kribi. Infrastructure phare. Fierté nationale. Présentée comme la porte d'entrée du Cameroun sur l'économie mondiale. On l'a construite. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de route pour y accéder convenablement. Pas de vrai réseau logistique. Un port sans artère, c'est comme un cœur sans veine. La CAN 2019. Le Cameroun a reçu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Honneur immense. Opportunité historique. Des milliards ont été débloqués pour construire des stades modernes. Et le jour J, le pays a dû rétrocéder l'organisation à l'Égypte dans des conditions qui ont écorché l'image du pays sur tout le continent. Le Covid-19. Quand la pandémie a frappé le monde, des fonds d'urgence ont été mobilisés par les bailleurs internationaux pour soutenir les pays en développement. Le Cameroun a reçu sa part. Mais selon plusieurs rapports, y compris certains officiels, une partie significative de ces fonds se serait évaporée dans des circuits peu transparents. La mécanisation agricole. Des tracteurs commandés en Inde. Une usine de montage qui devait voir le jour. Résultat, des machines auraient rouillé sur des sites d'entreposage à Ebolowa pendant que le ministre en charge de l'agriculture était contraint d'aller importer de l'huile de palme. Du pays qui aurait dû en exporter. Et des tonnes d'or. Des ressources minières estimées à plusieurs milliers de milliards. Parties. Volatilisées. Selon certains, dans des transactions opaques que des enquêtes officielles n'ont jamais véritablement démêlées. Le tableau est sombre. Extrêmement sombre. Mais voici la question centrale qui dérange. Qui porte la responsabilité de tout cela? Partie 3, révélation et décryptage. La lettre, la stratégie, le fils. C'est ici que la lettre de Ross Atangana Fotso entre en jeu. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Car cette lettre ne fait pas ce que vous attendez d'un texte politique camerounais classique. Elle ne demande pas la démission du président. Elle n'appelle pas à la révolution. Elle ne dénonce pas le système de l'extérieur. Non. Elle fait quelque chose de beaucoup plus subtil. De beaucoup plus stratégique. Elle dit, le président Paul Biya n'est pas coupable. Elle dit, les vrais responsables sont dans les bureaux feutrés, ceux-là même qui boivent du pétrus et demandent des comptes. Et elle dit, le seul qui peut sauver l'honneur de la famille, c'est le fils. Franck Biya. Voilà la thèse centrale. Et elle mérite qu'on l'analyse avec toute la rigueur nécessaire. Première question, qui est Ross Atangana Fotso? Pour l'instant, le nom circule mais le profil reste difficile à cerner publiquement. Est-ce un militant de base sincèrement convaincu? Un intellectuel organique du régime qui prépare le terrain? Un stratège qui teste la réaction de l'opinion publique? La question reste ouverte. Et dans la politique camerounaise, les questions ouvertes ont souvent des réponses très fermées.
Deuxième question, Franck Biya, qui est-il vraiment? Fils du président Paul Biya et de son épouse Chantal Biya, Franck est une figure qui intrigue depuis des années. Longtemps discret, il a progressivement émergé dans le paysage public. On lui prête des ambitions politiques. Son compte sur les réseaux sociaux, notamment le fameux « Franck Biya Officiel Forum », mobilise une communauté qui le voit comme un successeur naturel. Mais attention! Dans la constitution camerounaise actuelle, il n'existe pas de poste de vice-président. L'idée de créer ce poste et d'y installer Franck Biya serait donc une réforme constitutionnelle majeure. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un acte fondateur. Un choix de civilisation, diraient certains. Troisième question, et c'est celle qui fait vraiment débat, est-ce que confier l'avenir du Cameroun à la famille Biya est vraiment une solution? La lettre argumente que les échecs du régime ne sont pas imputables au président lui-même, mais à son entourage. C'est une position défendable dans une certaine logique, celle qui distingue le chef d'État de ses subalternes. Mais c'est aussi une position qui pose problème. Car dans tout système de gouvernance, le capitaine est responsable de son navire. Même s'il n'a pas percé le trou dans la coque, c'est lui qui a nommé les matelots. C'est lui qui a signé les décrets. C'est lui qui a donné les marchés. C'est lui qui a fermé les yeux ou pas sur ce qui se passait sous sa garde. Mais voilà ce qui est fascinant. La lettre ne dit pas que le système est bon. Elle dit que le nom du père mérite d'être lavé. C'est une logique de famille. Une logique d'honneur. Une logique africaine profonde, où la réputation du patriarche est sacrée. Et c'est précisément là que réside toute l'ambiguïté de ce texte. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Le Cameroun, pays du fils de et du neveu de. Permettez-moi d'être honnête avec vous. Parfois, pour comprendre la politique africaine, il faut mettre les lunettes de la satire. Pas pour se moquer. Mais pour voir ce que la langue du diplomate ne dira jamais. Alors, asseyons-nous. Prenons une cola. Et analysons. Le Cameroun est un pays magnifique. 2 côtes. Des forêts tropicales. Des savanes. Des montagnes. Du pétrole. Du cacao. Du café. Du bois. Des minerais. Des milliers de kilomètres de côtes poissonneuses. C'est l'Afrique en miniature, comme on dit. Avec tout ça, le Cameroun devrait être riche. Vraiment riche. Pas riche style africain où 2 ou 3 personnes ont tout et le reste n'a rien. Riche? Pour tout le monde. Mais voilà. On a un problème structurel au Cameroun. Un problème qu'on pourrait appeler le syndrome du « fils de ». Dans ce pays, pour avancer dans la vie, pour avoir un contrat, pour obtenir un poste, pour décrocher une bourse, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut être le fils de quelqu'un. Le neveu de quelqu'un. Le beau-frère de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a mangé dans le même village que le ministre. Et voilà que cette lettre, d'une certaine façon, incarne parfaitement ce syndrome. Parce qu'elle propose, comme solution au problème d'un pays de 30 millions d'habitants, le fils du président. Attention, on ne dit pas que Franck Biya est incompétent. On ne dit pas qu'il est corrompu. On ne dit rien de tout ça. Personne n'a le droit d'accuser sans preuve. Mais on a le droit de poser des questions. Est-ce que la meilleure réponse aux 43 ans de gouvernance d'un père est de confier le relais à son fils? Est-ce que l'Afrique peut continuer à fonctionner sur le modèle des républiques dynastiques? Est-ce que laver l'honneur du père est un programme politique suffisant pour sortir un pays de la crise? Pendant que vous réfléchissez à ces questions, permettez-moi de vous raconter quelque chose. Dans beaucoup de pays africains, on a observé des transitions dynastiques. En Togo, Faure Gnassingbé a succédé à son père Eyadema. Au Gabon, Ali Bongo a succédé à Omar Bongo. Ces transitions ont été saluées par certains comme une continuité stabilisatrice. Critiquées par d'autres comme une confiscation du pouvoir populaire. Résultat mitigé dans les 2 cas. Mais une chose est certaine, aucune de ces transitions n'a fondamentalement changé les rapports de pouvoir qui avaient créé les problèmes en premier lieu. C'est la limite structurelle de la logique dynastique. Elle ne transforme pas le système. Elle le perpétue avec un nouveau visage. Et dans le cas du Cameroun, c'est particulièrement préoccupant. Parce que ce n'est pas juste une question d'homme. C'est une question de système. Un système où les marchés publics sont attribués sans transparence. Un système où les comptes de l'État ne sont pas publiés dans les délais légaux.
Un système où les journalistes qui posent des questions inconfortables se retrouvent parfois derrière les barreaux. Mais, et c'est là toute la subtilité de la lettre d'Atangana Fotso, peut-être que cette logique dynastique est justement ce qui peut, dans un contexte camerounais spécifique, permettre une transition en douceur. Peut-être que Franck Biya, précisément parce qu'il est le fils de Paul Biya, est le seul qui peut toucher à l'édifice sans que tout s'effondre. C'est une hypothèse. Rien de plus. Mais dans la politique camerounaise, les hypothèses ont parfois la vie dure. Maintenant, parlons des projets. Ces fameux projets dont on a parlé tout à l'heure. La lettre demande à Franck Biya de reprendre le programme économique de son père. Sur le papier, c'est beau. Les barrages, l'agriculture, la mécanisation, la pêche, tout ça avait du sens dans les discours. Mais le problème n'était pas dans les projets eux-mêmes. Le problème était dans l'exécution. Et l'exécution dépend des hommes. Si Franck Biya reprend les mêmes projets avec les mêmes hommes, les mêmes fils politiques et spirituels, dont parle la lettre, ceux qui ont torpillé la banane plantain et noyé le barrage de Mequin, alors le résultat sera le même. On construira encore un port sans route. On achètera encore des tracteurs qui rouillent à Eboloa. On empruntera encore des milliards à Pékin pour financer des projets qui n'arrivent jamais à terme. Et dans 20 ans, quelqu'un écrira une autre lettre. Cette fois-ci, peut-être, à l'enfant de Franck Biya. Voilà la réalité satirique du Cameroun. Un pays qui tourne en rond avec des projets qui recommencent. Des discours qui se ressemblent. Des promesses qui se recyclent. Et des milliards qui disparaissent avec une régularité presque artistique. On a volé l'argent des stades de la CAN. On a volé l'argent du Covid. On a volé des tracteurs. On a volé des tonnes d'or. Si la corruption était une discipline olympique, le Cameroun, permettez-moi de le dire avec toute la douleur que ça implique, serait en finale. Mais le plus tragique dans tout ça? Ce n'est pas l'argent volé. L'argent, ça se reconstruit. Le plus tragique, c'est la confiance perdue. La confiance que les Camerounais avaient en leur État. La confiance que les jeunes avaient en leur avenir. La confiance que les investisseurs étrangers pouvaient avoir en cette économie. Et ça, Franck Biya ou n'importe quel autre dirigeant ne pourra la reconstruire qu'avec des actes concrets, mesurables, visibles. Pas avec des lettres. Pas avec des discours. Pas avec des programmes économiques qui existent sur papier glacé. Avec des résultats. Conclusion. Le Cameroun face à son miroir. Ton grave, sincère, engagé. Alors, où en sommes-nous? Une lettre a été écrite. Un nom a été proposé. Une idée a été lancée dans l'espace public camerounais. Et comme toujours dans ce pays fascinant et complexe, cette idée va être débattue, contestée, soutenue, moquée, analysée et récupérée par tout le monde. Ce qui est indéniable, c'est que le Cameroun est à la croisée des chemins. Le régime du président Paul Biya, après plus de 4 décennies, donne des signes d'essoufflement que même ses partisans les plus ardents ne peuvent plus ignorer complètement. La question de la succession n'est plus un tabou. Elle est dans l'air. Elle est dans les rues. Elle est dans les salons. Elle est dans les universités. Elle est dans les familles. Et la lettre d'Atangana Fotso, quelle que soit la façon dont on l'interprète, a le mérite d'une chose, elle pose le problème à voix haute. Elle dit que le nom de Paul Biya est en train d'être écorché. Elle dit que des hommes autour du pouvoir portent une lourde responsabilité dans les échecs du pays. Elle dit qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Sur ces points-là, difficile de ne pas être d'accord. Là où le débat commence, c'est sur la solution proposée. Est-ce que Franck Biya est la réponse? Est-ce qu'un poste de vice-président taillé sur mesure pour lui est la voie de sortie? Est-ce que la logique du sang et de l'honneur familial est suffisante pour construire un projet de nation? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Et toute personne qui vous dit le contraire soit vous ment, soit ne connaît pas vraiment le Cameroun. Ce que nous savons, en revanche, c'est ceci. Le Cameroun a besoin de dirigeants qui rendent des comptes. Qui publient des budgets. Qui expliquent où sont allés les milliards. Qui punissent vraiment ceux qui volent les fonds publics, pas juste les petits poissons, mais les grands aussi. Qui donnent aux jeunes une raison de rester. Qui donne aux femmes une place dans les décisions. Qui parle aux anglophones avec respect et sincérité. Qui gouverne pour 30 millions de Camerounais et non pour quelques centaines de privilégiés. Est-ce que Franck Biya peut être cet homme? La réponse n'appartient ni à Ross Atangana Fotso, ni à nous.
Elle appartient aux Camerounais eux-mêmes. Et c'est peut-être là le message le plus profond qu'on peut tirer de tout ça, l'avenir du Cameroun ne doit pas s'écrire dans des lettres de soutien. Il doit s'écrire dans des urnes. Dans des institutions solides. Dans une presse libre. Dans des tribunaux indépendants. Dans une jeunesse éduquée, outillée, et convaincue que son pays vaut la peine qu'on se batte pour lui. Alors je vous pose cette question, à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, que vous soyez à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, à Buéa, ou même à Paris, à Montréal, à Berlin, est-ce que vous croyez encore au Cameroun? Est-ce que vous pensez qu'un changement de visage suffira à changer les règles du jeu? Ou est-ce qu'il faudra quelque chose de plus profond, de plus fondamental, de plus courageux? La réponse est dans vos mains. Et le Cameroun attend.